Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce flux live sur le site web de France 3 Normandie pour vivre avec nous en direct le départ de la 15e édition de la Normandie Channel Race, CIC Normandie Channel Race. Bonjour Brieux Maisonneuve. Bonjour Laurent. Skipper aux multiples aventures et dans des projets d'avenir. On évoquera ça au cours de ces 50 minutes à 1 heure que nous allons passer ensemble. Vous allez nous faire bénéficier de votre science de la course. Et ce qu'on peut dire, au vu des premières images qu'on voit là, c'est quand même qu'il fait très beau sur la Normandie, mais le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de vent. Oui, c'est des toutes petites conditions météo pour commencer la course, mais je pense que c'est pas pour forcément déplaire aux concurrents, parce que c'est le gage de prendre un départ en sécurité sans casser de matériel, mais ça reste des conditions un peu stressantes. Alors 25 duos, hein, c'est une course en duo, cette CIC Normandie Channel Race. 25 duos qui vont prendre le départ à 13h10. On a parlé un temps de retarder le départ et puis finalement non. Il y a un peu d'air qui est rentré par le nord et tout semble prêt pour prendre ce départ. On est à bord de quelques bateaux et là vous le voyez, c'est la coque numéro 199 des classes 40, le bateau skippé par Fabien Delay et Benjamin Schwartz, un des favoris de cette 15e édition, Brieux. Ah ouais, j'espère que Fabien va la gagner, puisque aujourd'hui, en 15 éditions, jamais un Normand n'a remporté la Normandie Channel Race. Et Fabien a fait 3e il y a 2 ans, 2e l'année dernière, donc la logique voudrait qu'il gravisse la plus haute marche du podium cette année. Tant qu'on est dans les favoris, eh bien on peut continuer à les évoquer. Il y a des équipages qui sont très relevés, au niveau très relevé. Je pense notamment à Yann Lipinski et Antoine Carpentier sur Crédit Mutuel. Yann Lipinski qui l'a déjà gagné une fois et qui aimerait bien renouveler cette performance. Ouais, et puis avec Antoine Carpentier, ils forment un duo vraiment très qualifié pour la remporter. Ils ont un tout nouveau bateau, donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de faire une très belle épreuve. C'est cette voile qu'on voit un petit peu sur la droite, tout en haut de la flotte, là, puisque les bateaux se rapprochent de la ligne de départ, commencent à se placer. Ce bateau Crédit Mutuel donc de Yann Lipinski et Antoine Carpentier qui fait indubitablement partie des favoris. Tout comme, on l'a dit, Fabien Delay, Benjamin Schwartz, Axel Tréhin et Erwan Lemenet. Et tous ces 25 skippers vont partir donc pour un parcours de 1000 milles qui va les voir virer les îles Saint-Marcouf et puis l'île de White, longer toute la côte sud anglaise jusqu'à la Cornouaille avec ses pièges des baies de la côte sud anglaise, monter toute la mer Celtique, aller virer Toscar Rock, puis le mythique Fastnet, avant de revenir vers la France, repasser la Cornouaille anglaise et puis aller traîner un petit peu dans les Anglos, virer Guernsey. Et les derniers dizaines de milles de course jusqu'à Caen qui seront le juge de paix. Hein. C'est là que ça va se jouer sans doute, Brieux. Ouais, c'est un parcours qui est extrêmement technique et c'est ce qui fait le succès de l'épreuve. Hein. Il y a plein de pièges. Le premier qui va affronter les concurrents, ça va être la renverse de courant tout à l'heure, quand la mer sera basse et que les bateaux vont approcher des îles de Saint-Marcouf. Et effectivement, au retour, l'entrée dans la Manche avec des grands coefficients de marée et un vent probablement venant de l'Est, ça va être une épreuve palpitante. Alors là, on est à bord d'Everial, d'Erwan Le Draoulec et Robin Follin. Eux aussi font partie des favoris. Et on est en direct également avec la direction de course, vous l'entendez, qui pourront nous donner le top départ exactement. En espérant qu'il ne pollue pas trop le son de ce départ. Mais vous le voyez là, on le voit bien là quand même. Hein, c'est très 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 faible au niveau du vent. Et on voit également Groupe Snef là, de Xavier Macaire, qui lui aussi fait partie des grosses pointures de cette classe 40, qui est une classe très, très sympa, très attirante, parce que c'est pas des budgets démentiels et on peut naviguer et se faire plaisir dans des courses au niveau très relevé. Hein. Oui, c'est une classe qui est arrivée à maturité, hein, avec des bateaux qui ont énormément évolué ces dernières années et un plateau maintenant avec des skippers professionnels qui évoluent et des skippers amateurs. C'est une des rares classes où vous pouvez avoir ce mélange entre professionnels et amateurs. Et on est entré dans les 2 minutes. Alors je pense que c'était l'envoi du signal préparatoire, ce qui signifie que les bateaux sont maintenant officiellement en course
Ils n'ont toujours pas le droit de franchir la ligne de départ, mais les règles de course s'appliquent maintenant et les skippers doivent être extrêmement vigilants. Ouais. Et surtout, à ne pas voler le départ. Et ne pas couper la ligne, puisque la direction de course le rappelait tout à l'heure, on n'avait pas encore pris l'antenne, mais tout passage de la ligne dans la dernière minute avant le départ, c'est 1 heure de pénalité. Il n'y a pas de réparation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aillent faire un tour, revenir, couper la ligne dans le bon sens. C'est 1 heure de pénalité automatique dans la dernière minute. Donc c'est sûr qu'on fait très attention dans ces cas-là. Ouais, 1 heure sur une course comme ça, c'est rédhibitoire. Probablement, vous n'arriveriez pas à venir remporter la course si vous volez le départ. Voilà, une belle image de cette flotte des classes 40 avec des bateaux plus anciens qui ont souvent des étraves, des avants très tranchants. Et puis il y a toute cette nouvelle génération de bateaux là, avec ces avants qu'on appelle en SCO, c'est-à-dire un peu arrondis, qui rentrent plus dans l'eau. Et le vainqueur est sans doute à trouver dans cette catégorie des SCO, des avants plus aérodynamiques, on va dire, plus hydrodynamiques. Oui, alors c'est des carènes extrêmement puissantes, les nouveaux bateaux, et qui constituent maintenant d'ailleurs l'essentiel de la flotte. Et à certaines allures, notamment ce qu'on appelle le reaching, le vent de travers, c'est jusqu'à 2 nœuds de différence entre par exemple le numéro 100, vous voyez, qui est le plus vieux bateau de la flotte, et les derniers modèles. Je crois que le plus récent est le 205. Oui, tout à fait. C'est justement Quentin Lenabour et Thierry Chabani, eux aussi un couple à surveiller de très près, puisque c'est effectivement, vous voyez, il y a 105 bateaux de différence entre les deux. Donc on voit bien que ça a évolué. Quentin qui avait 18 ans quand il a pris part à cette première solitaire du Figaro en 2017 et qui est maintenant devenu un marin extrêmement qualifié et qui pourrait très bien remporter cette épreuve, d'autant plus qu'associé avec Thierry Chabani qui est un des vieux briscards de la solitaire du Figaro, à eux deux, ça forme un duo explosif. Et pas que, parce que Thierry, il a aussi navigué dans des courses anglo-saxonnes, on va dire, voire australiennes. Il a un joli palmarès, un peu comme le Manchois Alexis Loison en Figaro, qui est allé un peu courir la tête à l'envers chez les Australiens et les Néo-Zélandais. C'est des palmarès qu'on ne connaît pas trop, nous, sur ces courses-là, mais qui font quand même des marins extrêmement talentueux. Alors là, on s'approche du départ. On voit que tous les concurrents ont mis leur génaqueur à poste, les grandes voiles d'avant, là. Et je pense qu'ils vont aller virer une bouée de dégagement avec les solentes. Et dès que la bouée sera passée, on pourra voir les génaqueurs se dérouler. On va attendre que la direction de course annonce peut-être par le canal VHF la procédure de départ. Il est 13h09, donc on ne doit pas être bien loin. Et on voit là tous se mettre en position pour aller couper cette ligne. On est dans la minute avant le départ, donc c'est le moment de bien se positionner. Et là, c'est très tendu sur les bateaux. Moi, je pense que c'est Groupe SNEF et Xavier Maquet qui est le mieux positionné. Ouais. Je parlais du couple Havrais, Guillaume Pirouel, Cédric Château tout à l'heure. On le voit là, à gauche, 6 frigos. Voilà, c'était la minute avant le départ. On est entré dans la dernière minute, vous voyez le décompte. La Manche Évidence Nautique. Nicolas Jossier et Sophie Faguet, duo hyper normand. Oui, alors c'est... Et eux aussi, voilà. Il y a beaucoup de Normands quand même qui la font, cette Normandie Channel Race. Ils aiment bien courir à la maison quand même. Oui, vu le niveau des équipages normands, on peut espérer une victoire d'un tandem normand cette année. Ce qui serait une première, mais depuis que les Irlandais gagnent la solitaire du Figaro, tout est possible maintenant. Oui, exactement. Sachant que les deux doubles vainqueurs de la Normandie Channel Race sont un Anglais, Phil Sharp, et un Espagnol, Pablo Santordé. Donc c'est une épreuve internationale. Oui, il y a des Italiens, des Espagnols, des Britanniques, il y a même un Américain. Ça s'est ouvert, et c'est tant mieux, à d'autres nationalités que les tricolores. Alors je pense qu'on avait une petite erreur de décompte sur la télé, puisque en réalité le départ a déjà été donné.
Ouais, en fait, ce qu'on a entendu, c'était effectivement le départ. Bon. Alors, il y a deux options, visiblement, puisque Sifrigo et son collègue là partent d'un côté, et puis la majorité de la flotte part dans l'autre sens. Exactement, donc là il faut composer, comme le vent est très faible, il faut absolument composer avec le courant, puisqu'il s'agit de ne pas aller rater la bouée de dégagement. Le courant vous porte vers l'ouest, donc très certainement les concurrents vont privilégier le bord bâbord à mur, c'est le cas là par exemple de Le Galet de Fabien Delahaye. Le vent vient de la gauche. Hein, c'est ça, voilà. Et comme très belle ça, voile, celle de Fabien et Benjamin. Exactement, oui. Très très beau bateau très performant et qui commence, ça fait une petite année je crois qu'ils naviguent avec, donc là ils sont au top de leur préparation. Et Fabien rêvait d'avoir le numéro 200 et il l'a loupé après et il se contente mais avec brio du 199. Je suis en train de soudoyer la responsable de classe pour avoir le numéro 250, mais elle m'a dit qu'il fallait encore attendre quelques années. Voilà, on voit bien, ça se croise, hein, et il y a les deux options sur le plan d'eau qui sont très visibles. Voilà, donc on voit auprès maintenant les bateaux ont déroulé leur génac et avancent dans des conditions très faibles. Je pense qu'il doit y avoir 5 nœuds de vent à tout casser sur le plan d'eau. Et les bateaux doivent aller à peu près à cette vitesse-là, ce qui est incroyable. Pour des bateaux de 40 pieds, ils vont à la vitesse du vent. Et on voit bien là sur ce plan du 203 là, de Pierreval, l'avant, là, cette étrave arrondie en SCO. Exactement, c'est vraiment depuis que David Raison a quelques années dessiné un mini avec ce type d'étrave, c'est devenu maintenant pour les bateaux de course la norme. Quasiment toutes les classes arrivent avec ce genre d'étrave. David Raison qui est l'un des architectes de cette classe et des bateaux en général, il n'y en a pas 36 000, hein, c'est des plans Verdier, Lombard, Manoir, et puis voilà, on a un peu fait le tour. Hein. Raison, il doit y avoir peut-être un ou deux VPLP aussi qui sont sur l'eau. Donc là, il faut être extrêmement concentré, puisque dans du tout petit temps comme ça, avec les génaqueurs, les bateaux peuvent s'arrêter très très vite. Donc il faut être à la barre et aux écoutes pour garder de la vitesse et aller le plus vite possible vers la bouée de dégagement, puisque je pense qu'ils vont partir directement ensuite vers les îles Saint-Marcouf. Le premier bateau à passer la bouée de dégagement aura forcément un avantage sur les autres et va très rapidement creuser l'écart. C'est toute la science de la navigation. Hein. Il n'y a pas beaucoup de vent, il faut que ça avance quand même, et c'est là où la maestria des skippers s'exprime à plein. Exactement, on pourrait penser que le petit temps c'est tranquille, mais pas du tout. C'est les conditions parfois les plus compliquées pour un régatier. Et on voit déjà que les gros bras entre guillemets sont déjà bien placés. Un Crédit Mutuel là, est en bonne position, le Galet également. Donc, on va dès la bouée de dégagement commencer à voir un peu les duos qui se détachent. Et Crédit Mutuel, l'anecdote, c'est que Jan Lipinski fêtera son anniversaire le 20 septembre, donc il devrait être en course. Et ça serait un beau cadeau, je pense, pour lui que de remporter la victoire sur l'avant-dernier ou le dernier jour de course. Mais je l'ai croisé hier sur les pontons, je crois qu'il en rêve, et ses partenaires aussi. Là, c'est la Manche Évidence Nautique qui est très bien placée. Je crois d'ailleurs que c'est la dernière course qu'ils effectuent sous les couleurs de la Manche, donc ils vont avoir à cœur de faire le meilleur classement possible, Nicolas et Sophie. Nicolas qui a beaucoup navigué avec les Britanniques à une époque, qui était dans le projet Artemis, hein, c'est ça hein. C'est ça, exactement. Il a coaché en Figaro des Anglais. Et c'est également Nicolas, c'est un peu le fils spirituel de Benoît Charon, qui est un des meilleurs régatiers de la Manche. Donc, un grand Villet bien connu, qui s'occupe du Benoît du centre régional de nautisme de Granville. C'est ça, exactement. Il chapeaute le pôle d'entraînement. Et Sophie, je crois que c'est ça, Sophie Faguet, qui est
binôme avec Nicolas. C'est sa première Normandie Channel Race, il me semble. Et vu le palmarès de Sophie, il ne faut pas la prendre à la légère. Elle n'est pas venue là pour acheter du terrain. On voit bien là sur Freedom l'avant qui est très cassé, très marqué. Ces anciennes étraves dont on parle depuis le début de notre direct. On voit bien la différence avec les étraves rondes. Alors dans ces conditions météo, ils ne sont pas encore pénalisés, les vieux bateaux, voire même ils peuvent être un petit peu plus à l'aise de temps en temps. Il y a souvent moins de surface mouillée, les lignes sont un peu moins tendues. Par contre, dès que la brise va monter, les carènes récentes vont faire la différence. C'est un peu comme les bateaux à foil et les bateaux à dérive plus classiques. Exactement. Quand le vent forcit un peu et que les conditions se musclent, c'est sûr que les foils sont avantagés, mais on l'a vu sur le Vendée Globe d'ailleurs, le dernier, en 2020. Il n'y a pas eu des écarts si énormes que ça avec les bateaux à dérive. Alors là, à l'écran, on voit Fabien et Benjamin qui sont extrêmement concentrés puisque on doit approcher de la bouée de dégagement et ils sont déjà en train de réfléchir à la prochaine manœuvre. J'avais eu la chance de faire en 2016 de voir la Normandie avec Fabien. Malheureusement, on avait abandonné à casser un safran. C'est un marin extraordinaire. Qui a été un grand figariste, qui a été d'ailleurs champion de France élite de course au large il y a quelques années, qui avait gagné ici une étape du Figaro devant Gilda Morvan. Et il était très content de ce coup-là, d'être arrivé en tête à la maison. Il a fait une belle carrière aussi auprès de navigateurs en monocoque, en IMOCA, les bateaux du Vendée Globe, avec notamment Jean-Pierre Dick. Et c'était le responsable performance de Jean-Pierre, et il a beaucoup navigué avec lui. Ouais. Jean-Pierre, avec qui vous avez des souvenirs moins heureux. Alors moins heureux, disons que j'avais pas vraiment prévu de finir la route du Rhum avec Jean-Pierre, en tout cas pas sur le bateau de Jean-Pierre. Ouais. On rappelle que votre bateau a chaviré et que c'est lui qui est allé vous chercher en fait. Exactement, il m'a récupéré au large des Açores et je le remercie encore. J'ai l'impression que la manche évidence nautique a fait un petit trou sur ses autres concurrents. Ils seront probablement en tête à la bouée de dégagement. Et le deuxième, Pierre Val, c'est, on parlait du Vendée Globe à l'instant, c'est quand même Vincent Rio, l'ancien vainqueur du Vendée Globe, qui est avec Benoît Hansperg sur Pierre Val. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir des marins qui ont évolué sur des plus gros bateaux viennent aujourd'hui sur le circuit classe 40. Ça montre que cette classe a atteint un niveau de maturité et que tous les coureurs aujourd'hui peuvent y trouver leur compte sur cette classe où vous avez à la fois des courses transatlantiques, des courses comme la Normandie 2000 et même maintenant un tour du monde. Il y a déjà des écarts quand même. Ah, oui, le petit temps ne pardonne rien en fait. Exactement. Il faut être dessus tout le temps, parce que sinon... L'élastique va forcément se tendre quand les premiers bateaux vont passer la voie de dégagement, puis ils vont partir avec le jusant, avec la marée descendante, et ils vont ne faire qu'accélérer. C'est impressionnant de voir l'évolution de cette flotte. Moi j'avais participé pour la dernière fois à la Normandie en tant que concurrent en 2019. Il n'y avait pas encore de SCO, de bateau avec des étraves en SCO à proprement parler. Aujourd'hui, c'est l'essentiel de la flotte. Voilà la flotte qui est en approche de la bouée de dégagement.
aussi dans le coup, et un peu plus à son vent, bleu-blanc, le bateau de Quentin Le Napour et Thierry Chavagny. Et là on voit Pierre-Louis Atwell et Maxime Mensah. Aussi un petit duo de Normands là, qui a fait un très bon début de saison, puisqu'aujourd'hui ils sont en tête du classement du championnat classe 40 pour la saison 2024. Et là aussi un couple de Normands, un duo normand. Cédric Chateau, Guillaume Pirouel, l'ancien skipper du Figaro Région Normandie, qui est un excellent marin. Et très jeune encore. Oui, c'est ce que j'allais dire. Malgré son jeune âge, on sent bien que il y a du potentiel. Alors, on voit le virement de bord dans la pétole sous Génaker. Ça peut être vite un dossier. Alors, c'est pas très compliqué pour Yann et Antoine vu leur expérience, mais il ne faut pas se rater parce que vous avez vite fait d'arrêter le bateau. Ouais. Et arrêter un bateau comme ça, dans du petit temps, il va se mettre face au vent. Et il y a moyen de passer 10 minutes à essayer de le relancer. Ouais. Il faut vraiment pas se rater. Et on a bien vu quand même, là où le commun des mortels serait perdu, le nombre de, je vais pas dire le mot interdit, le nombre de ficelles, le nombre de bouts qui traînent sur un bateau. Moi, ça m'a toujours impressionné et j'ai toujours été admiratif de comment il s'y retrouve dans cet enchevêtrement. Ouais, même si ça reste des bateaux de 40 pieds, hein, donc d'un peu plus de 12 mètres, ce sont des bateaux complexes avec énormément de gouttes pour les manœuvres, donc faut pas se rater. Voilà, il y a 3 bateaux passagers, 3 grosses vedettes qui sont venus voir le départ et qui sont toutes proches des concurrents, mais sans les gêner, parce que ça déplace beaucoup d'eau, hein, ces grosses vedettes, donc ça peut être assez gênant pour des voiliers. Ouais, c'est sûr. Et puis, bon là, je pense que alors même si c'est un petit peu moins spectaculaire, en fait, il n'y a pas beaucoup de vent. On se souvient du départ, notamment en 2021. Le départ avait été donné pendant vraiment beaucoup de vent et je pense que l'ambiance sur les vedettes à passagers était moins détendue. Et malheureusement, beaucoup de gens malades. Donc, ouais. Et évidemment, la vedette de la SNSM, Notre-Dame des Flots, la vedette de Ouistreham. Voilà, donc on peut voir que la manœuvre n'est pas faite de la même façon. Là, par exemple, Sifrigo, donc Cédric et Guillaume ont roulé leur voile pour virer de bord, alors que sur Crédit Mutuel, ils avaient fait le virement de bord avec uniquement le Génaker roulé et le Génois déroulé. Donc deux façons de manœuvrer différentes, mais visiblement le résultat est à peu près le même, puisqu'ils ont relancé assez rapidement derrière en tribord à mur. À la casquette, Guillaume et Cédric. À la barre, c'est normal. C'est le plus vieux qui fait le chef d'orchestre. Allez, boss, Guillaume, boss. Là, c'est Pierre-Louis et Maxime sur Vogue avec un crône. Pierre-Louis qui est un ambassadeur très investi dans la lutte contre cette maladie de Crohn qui est... Oui, puisqu'il est lui-même touché. Ouais. Touché, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut... la voile est un sport où on peut être... avoir une pathologie et pouvoir quand même courir à très très haut niveau, ce qui serait difficilement compatible avec d'autres sports. En bas à droite de l'écran, et le premier concurrent qui arrive. Il me semble que c'est Sifrigo. Le duo, comme quoi leur virement de bord était plutôt efficace. Allez, on sent, c'est tendu.
qu'il y a un spinnaker Ouais, qui il y est a un spi qui est préparé. prêt là, c'est l'espèce de. Voilà, il vire, il passe la bouée, et la chaussette du spi est déjà en place. Donc normalement, s'ils partent directement, là, une fois la bouée franchie, ils continuent à peu près sur le même cap, ils vont abattre un petit peu peut-être. Mais le but du jeu étant de gagner le plus rapidement possible dans l'ouest, profiter au maximum du jusant pour se rapprocher de la première marque de parcours qui va être les îles Saint-Marcouf. Donc quand on a le courant avec soi, il faut rester au large, c'est là qu'il y a le plus de courant. Et puis quand on va approcher l'heure de la basse mer, c'est-à-dire vers 16h, et le moment où le courant va se renverser, il faudra se rapprocher de la terre pour se protéger du courant contraire. Alors, est-ce que c'est Pierre-Louis et Maxime qui sont deuxièmes à la bouée? Oula, ça déboule, comme on dit. Là, il va y avoir, c'est toujours pareil, c'est très intéressant. C'est un d'être entonnoir, premier. les bouées de dégagement. Hein. Voilà, c'est vraiment parce un que entonnoir. Une fois qu'on est un peu coincé dans le trafic, c'est beaucoup plus compliqué de s'en extirper. Donc les premiers à la bouée de dégagement, souvent prennent une bonne option pour creuser un petit écart avec les concurrents. Les deux Britanniques de Gambit, Dion Tyrrell et Randy Wright, qui vont virer en deuxième. C'est serré. Si, on passe en deuxième position. Mais là, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Hein. Vraiment. C'est une belle performance parce que ce sont deux bisous, à la fois sur la Normandie Channel Race, et ils n'ont pas une grosse expérience en classe 40. Par contre, ils ont un des derniers bateaux, donc ça montre bien qu'un bateau neuf, ça va vite. Vincent Rio et sa crinière blanche. Vincent, c'est un des meilleurs marins français, hein, victoire au Vendée Globe en 2004. Le quatrième. Après Titouan, Lamazou, Alain Gauthier, Christophe Auguin. Le dernier vainqueur normand, et le seul pour l'instant. Et puis Michel Desjoyaux, le cinquième vainqueur. Il y a deux Michel Desjoyaux. Donc la Manche nautique doit être dans les 4 ou 5e, je pense. Ils sont en train de passer là. Axel Tréhin, aussi Ancien déjà vainqueur. remporté l'épreuve. Ouais. Et juste devant lui, on entreaperçoit un bout de la voile de Xavier Macaire. Alors, les spies. Donc évidemment, quand il n'y a pas beaucoup de vent, on essaye de manœuvrer le moins possible pour ne pas arrêter le bateau. Et il faut faire un choix entre garder le génaqueur pour essayer de trouver le meilleur compromis, ou envoyer le spi qui est plus grand. Les spi sur la classe 40, il y a des voiles qui font 250 mètres carrés. Mais donc on peut aller très vite avec un spi, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de vent pour le faire porter. Oui, parce que ce sont des voiles qui sont faites pour ce temps-là, mais très légères et très inconstantes, quoi. Enfin, ça faceille très vite et ça se plie très vite. C'est pas facile d'avoir une bonne allure sous spi quand il n'y a pas beaucoup de vent. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, en dessous de 5-6 nœuds, souvent on va plus vite avec le génaqueur qui, même s'il est plus petit, va plus facilement garder sa forme. Le 147, ça c'est un bateau mythique construit par le Normand Alvar Mabir, qui était un des grands animateurs de la Normandie Channel Race sur les 10 premières éditions. Bateau qui a été racheté par des petits jeunes qui, je crois, ont un projet de faire le Globe 40. Oui, qui a un joli projet, ce Globe 40, qui... c'est un tour du monde en classe 40 avec étape, avec escale l'année prochaine, et qui est organisé par la même équipe que celle de la Normandie Channel Race, Manfred Ramspacher en tête, et qu'on suivra bien sûr parce que... Et c'est un format qui est assez sympa puisque c'est un tour du monde en double, donc pas en solitaire, en double.
avec escale. Et c'est un format qui est très atypique et qui est amené à attirer de plus en plus de coureurs. Ça part de Tanger, hein, je crois, c'est ça? Il me semble des Canaries cette année, non? C'est pas les Canaries? J'avoue, j'ai petite absence sur la géographie du Globe 40. Le jeune Quentin Lenabour. Ouais, qui a le bateau le plus récent, hein, en 205. Le dernier, un plan de Sam Manoir. Le dernier sorti, donc. C'est pas facile de voir à l'écran, mais nous, on a la chance de pouvoir, depuis la plage de Ouistreham, voir l'étendue de la flotte. Et entre le premier concurrent et le dernier, il y a déjà des écarts considérables qui se sont creusés. Voilà, donc là, on voit le concurrent le plus à droite sur l'écran envoyer son grand spinnaker, alors que les 4 autres bateaux sont sous Génac. Ouais, sous Génac, ouais. On voit qu'il n'y a pas forcément dans ce moment-là des gros écarts de vitesse. En plus, là, il est en position sous le vent, donc il va avoir énormément de difficultés à passer les concurrents. Il y a son spi qui se dégonfle. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une voile qui peut être très véloce, mais très instable et compliquée. Et là, surtout dans ce temps-là, quoi. Okay. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance le spi ou pas? Est-ce que je reste sous Génacker? Moi, étant un peu feignant, je l'aurais pas envoyé. C'est l'expérience, Brice. C'est pas de la feignantise. Une manœuvre en moins, c'est moins de fatigue. Exactement. Donc là, dans ce temps-là, les bateaux sont encore en dessous de 10 nœuds. Ça reste des bateaux qui sont assez faciles à manœuvrer. On peut quasiment tout faire à la main. Mais dès qu'il y a un peu plus d'air, ça devient des bateaux extrêmement physiques. Et on voit depuis 15 ans, là, depuis l'évolution de la classe, que les skippers se sont affinés, musclés. Si vous voulez pas vous blesser, il faut vraiment être un athlète maintenant sur ce genre de bateau. On voit au petit rictus de Fabien Delahaye qu'il n'est pas très content de son passage à la bouée de dégagement. Et là, on voit ce dont vous parliez à l'instant, là, les écarts sur ce plan large, la d'hélico, c'est... Là, il y a déjà, je pense, entre le premier et le dernier, il y a 2000 nautiques. Ouais. Ça fait 3,5 km, déjà, en 25 minutes de course à peine. C'est pas l'hélico qu'il faut regarder, messieurs, dames, c'est le bateau de l'autre côté. Voilà, on retrouve notre duo normand Pirouel-Château. Il a fait un très beau trou sur le deuxième. Toujours pas envoyé le spi, qui est toujours dans la chaussette. Là, il est en train de monter lentement et sûrement, il se prépare. Ouais. Alors, je pense que c'est Guillaume qui est à l'avant, là, qui est sur l'avant du bateau, qui est en train de préparer le... Alors si le spi monte pas vite, c'est pas qu'il manœuvre lentement, c'est qu'il faut faire attention à pas bouger très lentement pour éviter de ralentir le bateau. Là, on voit bien là sur le... Donc il y a le Génac qui est en train d'être enroulé et le spi qui sort petit à petit de sa chaussette. Visiblement, ils vont faire puisque là, ils envoient le spi bâbord à mur, ils doivent laisser la bouée de Luc à bâbord. Donc je pense qu'ils vont revenir vers Ouistreham, ils font bien le parcours complet. Autant dire que ça va contribuer à encore plus creuser les écarts. Là, ils repartent contre le courant, donc ça va être un peu pénible. Mais... Il passe très lentement. La manœuvre a été très bien effectuée, c'est remarquable.
On voit bien les deux pavillons là, de la Normandie chaleureuse sur les côtés là, qui ne se déploient pas. Et oui, voilà ce qu'on appelle le vent apparent, quasiment nul. Il faut vraiment beaucoup d'expérience et de doigté pour faire porter un spi et faire en sorte que le bateau continue d'avancer. Retour sur Axel Tréhin, donc ancien vainqueur, qui s'approche lui aussi de la bouée. Voilà, qui enroule son... Il a pris la même option que Guillaume et Cédric tout à l'heure. Il enroule le Génac. Et le spi va être lancé. On voit que même s'il n'y a pas beaucoup de vent, l'équipier Erwan Lemene là, est en train de s'activer pour envoyer le spi et déchaussettiser le spi. En transpiration, parce que c'est vraiment très physique, même dans un peu de vent comme ça. Bah oui, c'est une voile, tout à l'heure, qui est à 250 mètres carrés. Donc, 250 mètres carrés, c'est une voile qui doit peser 30-40 kg. Donc même si on a des winches et un accastillage pour l'envoyer, ça reste du sport. Qui démultiplie les efforts, oui, bien sûr. Mais il faut quand même... Là, comme le vent est faible en plus, vous voyez que le spi il a du mal à sortir de sa chaussette, et il a du mal à se gonfler. Donc, voilà. Là, le bateau est littéralement arrêté. Déjà quelques minutes d'écart entre le passage de Cédric Château et Guillaume Pirouel et la meute des poursuivants, alors que le départ était depuis à peine 20 minutes. Alors on voit que même s'il n'y a pas beaucoup de vent et pas de mer, les concurrents portent leur gilet de sauvetage. C'est une obligation du comité de course et c'est une bonne chose parce que quand vous naviguez en double, même quand il n'y a pas beaucoup de vent, si vous passez par-dessus bord, c'est quand même une sécurité. Et les marins français par le passé avaient l'habitude de ne pas trop mettre leur gilet. Aujourd'hui, c'est en train de rentrer dans les murs, c'est très bien. Oui, puis c'est plus des gros gilets maintenant, c'est quand même moins pénible à porter. On est moins engoncé. Voilà, exactement. C'est exactement comme le port de la ceinture de sécurité en voiture. Quand c'était pas obligatoire, personne ne la mettait, et quand ça devient obligatoire, non, on s'en rend plus compte. Alors, le galet de Fabien Delay et Benjamin Schwartz qui vire. Donc là, on ne voit pas à l'écran Cédric et Guillaume. Donc, ils ont déjà bien fait le trou, puisque le bateau qu'on voyait le plus à droite, c'était les deuxièmes, Axel et Erwan. Et ça s'agite sur tous les bateaux. L'option, ça va quand même être apparemment même si on est dans un temps un peu intermédiaire, non, tout le monde a des chaussettes qui sont prêtes. Ah oui, voilà le petit port, ce qu'on appelle le port spectacle, entre la bouée de Luc et la bouée de Ouistreham pour longer la plage. Là, pour le coup, il est obligatoirement à faire sous spi, puisqu'on est sur des angles un peu plus abattus, on n'est plus vent arrière. Et sans spi, ça risque d'être pénible.
chez Guidance Nautique, ça doit être en 4 ou 5e position. Il y a eu un regroupement là autour de la bouée. C'est le bouchon du dimanche soir. Et voilà le galet. C'est pas la 13 ou la 84, là, c'est la bouée de Luc. Il est quasiment arrêté le galet. Là. Voilà, donc le premier plan, là, Axel Tréhin et renommé la coque 162, mais ils sont deuxièmes. Hein. C'est bien Guillaume Pirouel et Cédric Château sur 6 frigos qui sont en tête. On voit pas l'image là, donc vous avez raison, Brieux, ça veut dire qu'ils ont creusé déjà un joli petit écart. Oui, là, quand on les voit passer, quand on lève la tête, et je pense que Cédric et Guillaume ont peut-être 0,2, 0,3 000 d'avance sur Axel, donc ils sont en train de faire de bien gérer cette première partie de course. Je crois que l'hélico va aller les chercher. Voilà, exactement, ouais, on voit à l'écran. Ils ont un magnifique Spinnaker. Voilà, les sponsors sont contents. D'ailleurs, un partenaire qui s'appelle le groupe SIM, qui était mon sponsor pendant la Mini Transat 2003, il y a plus de 20 ans. C'est un sponsor fidèle de la voile. C'est un support, c'est un sport qui est intéressant, j'imagine, pour les commanditaires et pour les sponsors. Hein. Il y a des grandes épreuves comme le Vendée Globe, comme la Route du Rhum, mais le Figaro, la Normandie Channel Race. Il y a beaucoup d'épreuves, quel que soit le bateau choisi, multi, mono. La voile est un vecteur de communication qui est magnifique pour les partenaires et les retours sur investissement sont excellents. D'ailleurs, il y a beaucoup de grandes histoires de sponsors de la voile qui sont inscrits depuis fort longtemps. Voici, on transmet. Le soit direct hélico, nous avons entendu, c'est à la prod, si vous voulez décaler un peu l'hélico, merci. Voilà, Vogue avec un Krone donc qui essaye d'envoyer son spi. Voilà, il est bloqué par Crédit Mutuel, il est dans un paquet de bateaux, là ça ne vaut pas être facile. Voilà, on voit bien l'avance là de Frigo sur Axel. Et là, cette avance, elle va doubler à la prochaine boule, puisque là pour le moment ils sont contre-courant. Mais quand il va franchir la prochaine marque, qui va partir vers l'ouest, il va partir encore plus vite. Donc il va faire que doubler son avance. Sauf parce que le vent retombe, mais pour le moment, ils peuvent être contents de leur première partie de course. Et Kini Piprol sur Freedom là, qui passe à son tour. Ouais, et puis là on voit bien que quand vous êtes en tête et que vous naviguez dans du vent frais, c'est très facile. Par contre, quand vous êtes dans le trafic et que vous êtes sous le vent ou gêné par d'autres bateaux, tout devient beaucoup plus compliqué. Donc d'où l'importance d'être devant. On ne peut pas aller où on veut en fait. Il y a des règles à respecter. Et puis il y a du monde autour et moi je veux aller là, mais il y a un bateau entre moi et là et c'est pas possible. On voit la concentration de Vincent Rioux à la barre de son bateau là. Faire marcher au mieux. Et ce qui est incroyable, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, on voit les drapeaux de la course qui flottent littéralement, enfin qui ne flottent pas justement. Ouais. Et pourtant les bateaux arrivent à s'extraire dans ce tout petit temps. Mais c'est tout le savoir-faire et tout le talent de ces marins d'arriver à faire
naviguer un bateau malgré un vent extrêmement faible. Les Italiens d'Ipsa là, qui sont en train de franchir la marque, mais ils sont attaqués en dessous, je crois, par C'est Pierre-Louis, Pierre-Louis. ouais. Avec Vogue avec un Krone qui est en train de les grignoter. Alors là, heureusement pour eux, le courant les écarte de la bouée, puisque si on était avec un courant qui porte sur la marque, je pense qu'il y aurait un bateau qui aurait fini par toucher la bouée. Il y a un troisième larron qui essaye de s'infiltrer. Le 147, toujours le fameux bateau d'Alvard Mabir. Bon, et vous alors, Brieux, on voit Sifrigo là qui est en tête, bien détaché devant Axel Tréhin, et puis après un petit paquet de 4-5 bateaux. Vous en êtes où? Alors on avait évoqué tout à l'heure, vous avez chaviré pendant la dernière route du Rhum, et depuis? Alors depuis, j'ai occupé le poste de directeur commercial d'un chantier naval à La Rochelle. Et après quasiment 2 ans à terre, l'appel de la mer a été plus fort. Et je m'apprête à reprendre la mer, mais sur un projet complètement différent. Cette fois-ci, ce n'est pas de la régate. Nous avons, grâce à un partenaire, investi dans un magnifique bateau de 27 mètres en aluminium, extrêmement confortable. Et l'objectif va être d'emmener des clients naviguer dans les hautes latitudes, donc le Groenland, et faire l'année prochaine, à cette époque, là, le mythique passage du Nord-Ouest entre le Groenland et l'Alaska. Les explorateurs. Bon, et le démon de la course ne vous titille pas encore? Alors Laurent, vous connaissez un peu quand même. Je fais tout pour être au départ de la prochaine route du Rhum, mais sur un autre bateau, sur un monocoque. Je peux en dire un peu plus au mois d'octobre. Et j'espère un jour refaire la Normandie de Challes, puisque ça fait, je dois vous l'avouer, une de mes courses favorites. Ah, très bien. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et on vous attend avec impatience sur les pontons, où que ce soit. On espère que, à la fois pour votre projet dans le Nord, que ça marchera, et puis aussi de vous retrouver en course bientôt. Quand on a goûté à des épreuves pareilles, moi j'ai eu la chance de faire 5 fois la Normandie en tant que coureur et une fois en tant que skipper du bateau média. C'est des courses où c'est des souvenirs inoubliables. On avait failli la gagner en 2014 avec Rémi Aubrin. On est arrivé, je crois, 2 ou 3 minutes derrière le premier. On avait mené la course pendant la plus grande partie de l'épreuve, donc je ne vous cache pas que c'est une petite frustration. Il y a souvent des écarts qui sont incroyables sur cette course. Incroyable dans la petitesse de l'écart, c'est fou quoi. Ouais, on se souvient, je crois, c'est Louis Duc qui avait failli gagner l'épreuve. Alors on entend à la VHF là, qu'il y a des bateaux qui réclament contre d'autres. Il y a des bateaux qui s'estiment lésés parce qu'un concurrent n'a pas respecté une règle de priorité. Donc ça va un peu se chamailler. On a bien vu que c'était très serré et très... Quand il y a beaucoup de vent, c'est plus dangereux certes, mais ça va beaucoup plus vite au passage de bouée. Donc on envoie et puis ça passe quoi. Là, quand il y a du petit temps, ça se frôle, c'est compliqué. Exactement, et puis là aussi, vous mettez 25 bateaux qu'on soit dans des coups, forcément, à des moments, des passages de bouée qui peuvent être un peu tendus. Alternative construction du Bellon avec deux jeunes marins à bord. Je crois que Guillaume Lostis, c'est sa première Normandie. Et Jules Bonnier, par contre, oui. lui, il l'a fait, je crois, 5 fois, mais il n'a jamais réussi à faire mieux que 11. Donc je pense qu'il a à cœur, avait vu le bateau qu'ils ont, à essayer de faire un bon classement. À la droite, là on ne voit plus à l'image, c'était le 139, c'est aussi un bateau mythique, puisqu'il avait ce bateau avait chaviré de la route du Rhum en 2014, il avait perdu sa quille avec François Anglais. Depuis, ce bateau a été reconstruit
Et depuis, depuis 10 ans, il fait quasiment toutes les courses. C'est un excellent bateau de guide. Skippé par Kenny Piprol et Thomas Jourdain. Et on retrouve la tête de la course. Nos Normands. Notre binôme au léopard. Guillaume Pirouel et Cédric Château, donc sur ce gestant 6 frigo. Bien en tête. Je jette un coup d'œil là où nous sommes. Est-ce qu'on a une belle vue sur... On va dire l'hélicoptère d'Irigolo là, parce que ça fait vraiment tourner l'enfer. Là, on entend des concurrents qui se plaignent que l'hélicoptère vient perturber le flux. Mais bon, malheureusement, les gars, si vous voulez des belles images de vos bateaux, il faut accepter que là... Il y a quand même quelques concurrents qui ont choisi de garder les spies dans leurs chaussettes et de rester sous Génac. Bon, ils sont un peu dans le paquet avec les autres, c'est pas une tactique tranchante. Non, là, ils sont un peu arrêtés. Je pense que le spi sur ce petit bord, même s'il n'est pas très long, il n'est pas très long en distance, mais vu que le vent est faible et que vous êtes à contre-courant, malheureusement, il fallait mettre le spi. On voit que le belon, le Coq 196, il est un peu plus véloce que le 186, justement du fait de son speed. Il y a un tout petit peu plus d'air. On voit que le duo normand qui s'est échappé là accélère un peu. Il doit y avoir peut-être 7 nœuds de vent, je dirais. Ouais, l'écart se creuse un tout petit peu avec Axel derrière. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir la prochaine manœuvre, puisqu'ils vont avoir une bouée, je pense, laissée à bâbord. Donc ils vont devoir virer de bord et repartir sur le bord. Alors, est-ce qu'ils vont s'y prendre? Est-ce qu'ils vont repartir sous spi, sous Génac? Ça va être intéressant de voir la manœuvre. Au bord de l'hélico, il y a Jean-Marie Liot, qui est le meilleur photographe de mer, et qui est le photographe officiel de la Normandie Generale depuis des années. Alors, il doit être un peu frustré qu'il n'y ait pas beaucoup de vent, mais je suis persuadé qu'il nous fait quand même de très très belles images. Oui, puisque le soleil, c'est moins ennuyeux et plus sympa les images que sous du temps gris avec de la pluie. Enfin, je pense que pour les marins, c'est plus sympa comme ça aussi. Ouais, c'est sûr. Là, c'est pas mal quand même. Là. C'est joli ça. Le très beau speed de la Manche, évidence nautique. On connaît la forme stylisée de la merveille du Mont Saint-Michel. Ça ressemble bien à Mont Saint-Michel, effectivement. On les voit pas malheureusement parce qu'ils sont un peu plus loin derrière. Il y a deux bateaux qui défendent la cause d'une maladie génétique qui s'appelle la neurofibromatose. Et donc il y a le numéro 100, les deux frères Lurton, et le 198, Stéphane Baudin et Julia Vira, qui défendent les causes de cette association OSE. Association qui est également présente dans la Manche. On leur souhaite une belle course.
Mais non, je me suis trompé tout à l'heure. Je disais que Quentin Le Nabour et Thierry Chabani avaient le dernier sorti, le 205. Mais non, on a vu là la coque 206. Un plan manoir, skippé par Greg Leonard, l'américain, et Jack Trigger, un britannique. Exactement, qui sont deux habitués de la Normandie aussi. Monsieur Greg a fait 5 fois la Normandie Channel Race et Jack 3 fois. Sur Swift, donc ce sont eux les... C'est un tandem. Greg Leonard, je crois, est un financier, donc c'est absolument pas un coureur professionnel. Donc, pour ça que le bateau n'est pas non plus aux avant-postes, mais chaque année, ils sont depuis 5 éditions, ils sont présents sur la course. Et on voit le numéro 100 des frères Lurton d'ailleurs qui commence à être... vous voyez ce bateau, le numéro 100, c'est un vieux bateau, hein, c'est le plus vieux bateau de la course. Et pourtant, il est au touche à touche avec le 177, qui est un bateau plutôt récent, avec 2 professionnels à bord. Donc c'est un peu la magie de cette course où des amateurs et des pros peuvent se côtoyer et régater ensemble. Voilà, on voit Cédric là, très concentré. Quand vous prenez un aussi bon départ, vous avez à cœur à gâcher cette avance sur une manœuvre ratée. Dans du petit temps qui est en train de monter un peu, mais qui reste quand même assez calme. Avoir creusé déjà une petite avance comme ça, c'est toujours bon à prendre. Ça se perdra peut-être dans la traversée de la Manche, le long des pièges de la côte anglaise ou en mer Celtique, mais bon, c'est toujours ça de prix et vaut mieux être là que dans l'autre sens. Hein. Souvent que Louis Duc, je crois, est perdu une Normandie Channel Race à 15 secondes. Donc toute seconde d'avance emmagasinée est bonne à prendre. C'est comme quand on perd un match de basket de 2 points, on se dit si seulement j'avais mis les 2 lancers francs là au milieu du match. Et oui, c'est comme ça aussi. Hein. Xavier Macaire, grand figariste. C'est un client, Xavier. Associé à l'espagnol Carlos Manera. Alors, je crois que sur un sponsor, on parlait des sponsors, Groupe Snef, ça fait très longtemps qu'ils sont avec Xavier. Ouais. Hein. Oui, c'est un sponsor historique de la voile, puisque je crois en 2004, du Figaro qui était parti de Caen, le Groupe Snef était déjà présent et il sponsorisait le plus vieux figariste. Voilà, on en arrive au bout de cette retransmission du départ de cette 15e Normandie Channel Race. C'était un vrai plaisir de faire ça avec vous, Brieux. J'espère qu'on vous reverra bientôt sur l'eau. Avec plaisir, Laurent. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce départ. Et puis on souhaite bon vent à ces 25 couples, à ces 25 duos. On les retrouve en fin de semaine à Caen et on espère que ce couple normand, Guillaume Pirouel et Cédric Chateau, arrivera à garder son avance, mais il y a plein d'aléas de course qui sont possibles encore. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. Bon après-midi sous ce soleil normand. Salut!